voilà l'échographie de ce patient. Vous voyez que là, sur la face latérale du ventricule droit, on a un aspect anévrismal dyskinétique. Et également ici à l'apex, alors je ne suis pas un expert en écho, hein, donc ces images-là sont parfaitement discutables, mais je me suis vraiment rapproché de Marjorie Richardson et Astophe Paul pour en discuter. Et vous voyez qu'on a également un aspect un peu soufflé à l'apex du VD ici, et qui est un peu hypokinétique. Donc voilà. Donc simplement sur les extrasystoles ventriculaires, juste un petit mot. Il y a l'équipe de Xavier Jouven et puis une équipe suédoise qui avait montré que la survenue d'extrasystoles ventriculaires fréquentes à l'effort augmente le risque de mortalité cardiovasculaire dans une population qui était quand même à un risque cardiovasculaire relativement élevé, donc ce qui n'était pas tout à fait le cas du tennisman que je viens de vous présenter. La disparition à l'effort des ESV est plutôt de bon pronostic. Sur les extrasystoles, je pense que la lecture 12 dérivations de l'extrasystole est déjà un renseignement qui est extrêmement précieux. Vous avez ici des extrasystoles qui d'emblée apparaissent plutôt bénignes, puisqu'elles sont de type retard gauche. Vous voyez qu'ici la transition de l'onde d'air se fait en V2, V3. Et vous voyez qu'en V5, V6, on est parfaitement positif et donc pas du tout apical. Ici, sur les dérivations frontales, positif D2, D3, VF, donc c'est bien infondibulaire, couplage long, parfaitement monomorphe. Et deux éléments également qui sont rassurants sur la morphologie de cette extrasystole, c'est qu'elles sont amples, dépassent largement le QRS et absolument pas crochetées. Donc, ce qui est le signe notamment dans la première partie, dans la déflation intrinsècoïde de l'extrasystole, vous avez une DVDT qui est assez rapide, ce qui veut dire que la dépolarisation du muscle se fait rapidement et probablement pas sur un muscle pathologique. Les extrasystoles dans la dysplasie rythmogène sont souvent assez crochetés. Par ailleurs, dans ces extrasystoles ventriculaires bénignes de type infondibulaire, vous avez une fenêtre, c'est un mécanisme d'automaticité anormale, hein, de surcharge calcique intracellulaire, et donc vous avez une fenêtre d'apparition, c'est-à-dire que le patient rentre à une certaine fréquence cardiaque, fait des extrasystoles ventriculaires, overdrive cette fréquence avec l'accélération du rythme sinusal, donc fait disparaître au maximum de l'effort, et en récupération, quand il va revenir dans cette fenêtre de fréquence, vous allez revoir réapparaître cette hyperexcitabilité ventriculaire. Ça, c'est assez typique des extrasystoles infundibulaires bénignes. Alors chez le sportif, si on prend les extrasystoles, ça c'est un papier de l'équipe de Pellicia, hein, déjà, que tout le monde a peut-être déjà vu. 205 patients qui, dans leur base de screening, avec des extrasystoles ventriculaires, ils en ont quand même exclu de la série 45 parce qu'ils avaient des symptômes ou parce qu'ils avaient une cardiopathie morphologiquement décelable, ce qui veut dire, et ça a été rappelé dans les recos hier par Frédéric Schnell, que quand vous avez une hyperexcitabilité ventriculaire qui vous semble substantielle, il faut organiser un bilan morphologique de débrouillage chez le sportif de haut niveau. Sur les 120 qui restent, 80 ont continué le sport, 39 ont arrêté le sport. Globalement, c'est aucun événement significatif. Donc, sous réserve d'un bilan morphologique normal, la pratique du sport n'est pas contre-indiquée en cas d'hyperexcitabilité ventriculaire. Et c'est vraiment la conjonction d'un examen, d'un interrogatoire, d'un examen clinique et d'un ECG et d'un bilan morphologique normal qu'on peut autoriser le sportif à reprendre une activité physique. Alors pour ce patient spécifiquement, il a dû arrêter la compétition, l'entraînement, ce qui nécessite une longue consultation, parce que expliquer le risque de mort subite à un type qui a 40 ans et qui fait du tennis depuis qu'il a 12 ans ou 11 ans, en lui disant que c'est probablement une des raisons pour lesquelles il a développé une maladie qu'il avait au départ et qui est en train de s'aggraver, c'est très long et très difficile. On l'a mis sous bêta-bloquant, sous anticoagulant orodirect également en raison des épisodes de fibrillation atriale.
qui sont considérés comme survenant sur cardiopathie. Là, en l'occurrence, on a pris le parti de décider que la fibrillation atriale chez lui était probablement imputable à la dysplasie rythmogène du ventricule droit. Il y a quand même quelques papiers là-dessus. On lui a fait une proposition de défibrillateur, puisque c'est quand même des TV qui surviennent à l'effort. Il a refusé. Je ne me suis pas battu non plus parce qu'on n'a pas de TV soutenu. Il n'était pas très symptomatique. La lipothymie n'est pas forcément liée à ces événements. On continue à le surveiller. Il a eu un génotypage négatif, ce qui est complètement inutile dans la prise en charge, puisqu'il n'y a aucun bénéfice individuel direct au génotypage, puisque sa négativité n'exclut pas le diagnostic, et que sa positivité sur une protéine déjà connue ne va pas avoir d'incidence thérapeutique. En revanche, c'est dans le cas du dépistage familial, puisque c'est une maladie autosomique dominante, que ça va avoir un intérêt, puisqu'on ne va pas avoir à faire tout le screening de tous les gènes chez les apparentés du premier degré, mais simplement ciblé sur les protéines supposées être impliquées. Et puis suivi sur une base annuelle, parce que là, pour l'instant, on n'a qu'un point sur la courbe. On sait où il en est sur sa dysplasie, mais on ne connaît pas la cinétique d'évolution. Cette cinétique d'évolution est extrêmement variable d'un patient à l'autre. Et il faudra donc faire un premier bilan à 1 an. Si on a plusieurs bilans qui sont stables, à ce moment-là, on peut éventuellement espacer. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des commentaires à faire? Ouais. Non. Non, parce que là, enfin, tu vois, on a une échographie. Encore une fois, on n'a qu'un point sur la courbe. C'est une position qui est révisable. Je veux dire, si dans 3 ans, je le vois, que sous bêta-bloquant, il n'y a aucun événement, qu'il a repris un petit peu d'activité physique et qu'il ne se passe rien, je veux bien en discuter. Mais pour l'instant, je ne sais pas du tout comment va être son VD l'année prochaine. Tu vois, je ne sais pas du tout sur quelle cinétique d'évolution il est. Je ne sais pas si les TV vont devenir soutenus. Vu les anévrismes qu'il a, c'est un candidat à faire des TV lentes, des TV plus rapides. Donc, enfin, sur les recommandations, c'est contre-indiqué. Hein. Et en plus, les recommandations, on applique les recommandations de la cardiopathie sous-jacente, pas celle du défibrillateur, mais de la cardiopathie sous-jacente avec la dysplasie. Absolument, absolument. Donc, normalement, c'est 1A. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est non, 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 et c'est très difficile à entendre. Hein. Est-ce que pour lancer un petit peu le débat, est-ce que dans l'Assemblée, il y a des gens qui auraient agi de manière différente sur le bilan, sur l'ordre du bilan, sur les examens qui ont été faits? Hein, Nima? Qu'est-ce que tu dis, Nima? On peut en parler si tu veux. Ce qui est très important, effectivement, et que tu as bien rappelé, c'est de bien penser à faire un holter en situation. Ça, c'est important, surtout dans les palpitations. Hein, on rappelle toujours aux sportifs. Le sportif s'écoute beaucoup, mais il faut toujours être attentif à tous ces petits symptômes. Là, c'était assez flagrant, la symptomatologie, mais des fois, des simples petites palpitations anormales à l'effort, il faut quand même traquer le... Ouais. Juste un petit peu en marge, est-ce que tu peux nous dire un peu l'expérience de la scintigraphie en analyse de phase? Parce que ce n'est pas forcément partout. Non. Est-ce que ça a un intérêt pour toi? Est-ce que tu le fais? Pas déterminant, en fait. C'est-à-dire qu'on a plutôt arrêté de le faire. Globalement, le risque de la dysplasie, c'est la mort subite. Donc, ce que tu veux, c'est essayer morphologiquement de déceler des zones qui vont potentiellement être responsables de mort subite. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'examen morphologique qui soit à l'échelon de l'histologie. Tu vois ce que je veux dire? J'allais dire le plus sensible et le plus spécifique, ce serait faire une cartographie endocavitaire du ventricule droit et de regarder les zones de bas voltage qui elles, déterminent vraiment les zones d'anomalies histologiques avec une activité électrique basse. Le problème, c'est que c'est une maladie de l'épicarde vers l'endocarde et que donc la normalité de cette carte-là n'exclurait pas une atteinte dysplasique. Donc on est vraiment confronté à une difficulté diagnostique morphologique et histologique chez ces patients. Donc la scintigraphie n'est pas
grande rentabilité là-dedans. Elle est moins sensible, moins spécifique que l'échographie et que l'IRM. La deuxième chose, c'est que il faut avoir des équipes entraînées pour faire le diagnostic. Alors là, je dis des choses que je ne connais pas bien, mais l'analyse du VD en écho, c'est compliqué. Et il faut en avoir eu quelques-uns dans l'œil pour dépister les cas qui sont un peu plus borderline. On a juste une dernière. Dans le bilan diagnostique de la DAVD, donc l'IRM remplace la scintille de plus en plus. Ouais. Quelle est la place de la biopsie endocardique? Alors, la biopsie endocardique, sa place, elle est autopsique. Malheureusement. C'est-à-dire que les biopsies endomyocardiques, c'est fait dans le septum, qui est une zone qui est généralement respectée par la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Ça peut avoir un intérêt dans le cadre d'un diagnostic différentiel, notamment de sarcoïdose. Et des fois, on peut vraiment se faire avoir. Et là, tu as des atteintes septales. Donc, tu auras peu de chances de choper une zone dysplasique avec infiltration fibrograisseuse dans le septum, voire aucune. La normalité de la biopsie écartera pas le diagnostic. Donc la biopsie dans la stratégie diagnostique de la dysplasie, elle n'intervient quasiment pas. En revanche, mort subite du sportif, du sujet jeune, inexpliqué, là il faut faire une biopsie endomyocardique. Très bien. On va passer au cas clinique suivant. Juste avant de passer au cas clinique, je voulais aussi remercier François au nom du club dans l'organisation de la participation, de sa participation dans l'organisation de ce super congrès. Et on passe la parole. Alors, je ne sais pas si c'est Nima ou François encore. Donc, on passe la parole à François Passard, en le remerciant encore très chaleureusement pour l'organisation de ce super congrès. Merci à toi, Sylvain. Merci aussi à tous ceux qui sont venus ce matin. Ça fait 4 jours qu'on manque de photons. Moi, je trouve que ça me plombe le moral. Alors, on va essayer d'égayer cette session. Et on va rester toujours dans le côté pratique de ce cas. Vous intervenez autant que vous voulez. Il n'y a pas de piège. On fait part d'expériences perso qui peuvent être rentables dans le quotidien. Alors, un patient de 40 ans qui n'a pas de facteur de risque, pas de symptômes, aucune histoire familiale, et qui vient me voir, il bosse dans la même boîte qu'un copain, que je suis aussi, et qui était venu me voir 3 mois avant, parce qu'à l'arrivée d'une étape du Tour, à Annecy, il avait authentiquement présenté un syndrome coronarien aigu. Il avait 35 ans, en fait il avait pété une plaque sur une diagonale. Je vous rassure, il va toujours très bien et il refait de la compétition, comme la session de ce matin nous a montré qu'on pouvait refaire de la compétition chez un coronarien sans séquelles après un épisode aigu. Et donc, sensibilisé par l'événement de son copain, ce monsieur de 40 ans vient me voir. Donc, je l'examine, tension normale, on discute. Je me dis que, bon, a priori, on peut discuter. Il n'y a pas de raison qu'il ait quelque chose, puisque je vais quand même pas me taper 2 mecs qui viennent de la même boîte en 3 mois avec un problème cardiaque. Donc, on parle de sport, on parle de compète, de ce qu'on a fait, etc. Et puis, fin d'examen, il me dit, tiens, au fait, je vais te montrer un truc. J'avais fait une VO2 en 94. J'avais fait un petit malaise à l'entraînement en vélo. Je t'ai ramené les résultats. Donc, je tombe sur ça. Je regarde, 8 juillet 94. Alors, je vois 21 ans. 1m83, 76 kg, il n'y a rien qui me perturbe. Puis je commence à regarder un petit peu en bas. Je me dis, tiens, la VO2, elle est peut-être pas max, c'est bizarre. Il y a une VO2 à 118% de la théorique. Pour un mec qui fait 10 heures de vélo par semaine, qui m'annonce qu'il doit sortir 400 watts en PMA, je trouve ça un peu bizarre. Je regarde, il manque des cases. Et puis, un Dashboard, je ne vois pas de chiffres. Et puis en bas, je lis la conclusion. Donc, épreuve supramaximale, j'en suis pas sûr, avec une très bonne capacité physique. VO2 vrai atteinte à 50, donc 50 pour un sportif qui me dit sortir plus de 400 watts. Là d'ailleurs, je n'ai pas fait attention, mais où est-ce qu'elle est la PMT là-dessus? Est-ce que vous la voyez en watts? On la voit pas déjà. Donc 50, je trouve pas ça quand même extraordinaire.
Pas de trouble du rythme, PA normal, bon, bloc incomplet droit, avec une onde T négative de V1 à V3. Bon, là ça me titille un peu, surtout pendant l'effort. Sprint final ne reproduisant pas de malaise. Heureusement pour lui, je me dis. Ok, bon, je dis rien. On continue la discussion. Tiens, au fait, j'ai oublié de te dire, j'avais aussi dans le fond du sac plastique pourri que j'ai ramené de 94 un électro. Mais je l'ai fait 4 ans plus tard parce que le gars m'avait dit qu'il fallait peut-être quand même que je me fasse surveiller un petit peu. Et puis je tombe sur ça. Je vous laisse regarder le tracé. Plus calmement qu'hier, comme dirait François. Et non, c'est pas moi qui ai écrit dessus. Mais il y a quelqu'un qui était perturbé par cet aspect quand même là. Sylvain? Allez-y. Est-ce que vous trouvez que cet électro vous interpelle, est inquiétant, rassurant chez ce sportif, à considérer comme des particularités du cœur d'athlète? Est-ce que vous faites un examen et lequel? Et qu'est-ce que vous recherchez? Coro d'emblée? Ah, écho, pardon. J'ai eu peur. Écho, ouais. Qui est d'accord pour faire une échocardiographie? Parfait. Bon, d'accord, on reprend les... Très bien. Même si l'écho allait au bout de la main. Donc très bien. Voilà. J'ai fait quand même Bravo. j'ai un électrocardiogramme dans mon cabinet. Donc je lui fais. Et je me dis, mince. Je pense que je pâlis. S'il y a un miroir, oh mon miroir dans la salle d'examen, je crois que je suis pâle et je me dis, putain, mais c'est pas vrai, c'est pas ma journée. Il a quand même pas un truc, lui aussi. Bon, j'ai l'impression même que ça s'est un peu aggravé. Hein, franchement. Autant c'était un peu modifié en inférieur en 94. On avait une onde transitionnelle T en V3, mais par contre on n'avait pas ça qui apparaissait en apicolatéral. Je fais l'écho. Et je retrouve un aspect qui m'évoque une CMH concentrique, sans obstruction. Donc c'est un caucasien. Il a 14 mm. Je lui trouve en plus un VG plutôt de petite taille. Je n'ai pas de dilatation VG. En termes de critères de mauvais pronostic, je n'ai pas de SAM, je n'ai pas de fuite mitrale. En DTI, c'est normal. Et j'ai une fonction diastolique qui est normale également. On fait une petite pause, voilà, exactement. Donc voilà le bon cas clinique. Maintenant, que faites-vous? Donc qui dit finalement il se plaint de rien, on a vu les choses, il peut continuer. Voilà. Il fait chier. Qui dit oui mais on va faire d'autres examens. N'oubliez pas qu'en cabinet de ville, maximum c'est 30 minutes. Donc la salle d'attente se remplit. Vous vous dites, oh putain, c'est pas possible. Je vais leur mettre un rendez-vous de consultation dans une semaine. Il va s'inquiéter évidemment. Bon, qu'est-ce que vous faites sérieusement? Ah ouais, il va falloir annoncer ça. Parce que l'idée c'est qu'il venait juste comme ça, quoi. Et que là, je vais lui dire des trucs qui vont pas lui plaire, quoi. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai dû lui annoncer que brutalement, il allait falloir arrêter toute la compétition et toute pratique sportive intense au moins 6 mois. Alors déjà 1 mois, c'était dur à gérer. Je lui ai établi à la sortie de la consultation un certificat d'inaptitude totale provisoire pour commencer à toute pratique de compétition. Ça, il doit sortir avec le certif sur lui. C'est un peu dur à gérer en 30 minutes tout ça. Hein. Donc évidemment, j'ai pas pris 30 minutes, et ça m'a mis la consulte dans les lattes. Hein. Il a fallu au moins expliquer ça pendant au moins 1 heure. Donc François, tu as raison de dire qu'après, dans des situations comme ça, il faut discuter ensemble à plusieurs. Mais la première consultation, moi des fois, je trouve ça très très anxiogène. Il va falloir lui parler du bilan étiologique, qu'on a trouvé des choses pas normales, qu'il va falloir aller plus loin dans les investigations. Hein. Donc bilan étiologique, morphologique, pronostic. Fait-il de l'hypertension, tout bêtement, hein. S'agit-il d'un aspect de débutant déficit en alpha-galactosidase? Il va falloir programmer un Holter ECG, une épreuve d'effort, une écho d'effort, une VO2, une IRM, hein, tout ce dont on a parlé en termes à la fois diagnostic, morphologique, pronostic.
Il faut l'orienter en consultation de centres de référence, normalement, ou de compétences. Il y en a maintenant dans tous les CHU. Des maladies cardiaques héréditaires. Et évidemment, il va falloir conseiller d'avertir la famille. C'est le patient qui le fait. Vous ne devez pas le faire. Après, c'est une violation du secret médical si vous intervenez de par vous-même auprès des membres de la famille. Il faut lui dire d'avertir ses parents. Il a un frère. Et de faire examiner ses enfants, il en a 2. Bilan morphologique. Je vous laisse lire un petit peu le compte-rendu. Donc on a une normokinésie ventriculaire, on n'a pas d'hypertrophie ventriculaire gauche, donc je suis un mauvais échographiste a priori, et je l'assume, puisque d'après l'IRM, l'épaisseur maximale est à 11 mm, et Sylvain nous a montré qu'on est a priori dans des dimensions normales chez le caucasien. On n'a pas de dilatation ventriculaire, insuffisance tricuspidienne banale, on n'a pas de thrombus intracavitaire, pas d'épanchement, et on n'a surtout pas de rehaussement tardif. Donc on n'a a priori aucun critère morphologique évocateur d'une CMH, et on n'a pas de critère IRM de mauvais pronostic. Je pense qu'on peut aujourd'hui dire qu'un rehaussement tardif peut être considéré comme un critère de mauvais pronostic dans la CMH. Sylvain, sur les recos? Dans les recos, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas encore. Dans votre pratique, moi je vous pose la question. Est-ce que pour vous, le rehaussement tardif en IRM peut être un critère en cas de CMH d'un critère de mauvais pronostic supplémentaire? Tu as deux manières de l'envisager, la manière qualitative, oui, non. Oui. Ça, c'est pas forcément ni très sensible ni très spécifique pour prédire les événements. Et puis, tu as une manière plus précise qui est de quantifier le volume de rehaussement tardif qui correspond à une extension éventuellement plus importante de la fibrose, qui là est très clairement impliquée dans le risque rythmique, par exemple. Très bien. Donc en fait, tu conseilles de répéter l'examen au fil du temps et de voir l'évolution. Très bien. Donc vous êtes d'accord, cette IRM n'est finalement pas très contributive, elle est plutôt rassurante. Écho d'effort, qui était faite par un de mes associés, même chose. On retrouve un VG non dilaté. Pour lui, il n'y a pas non plus d'HVG. Donc ça me conforte dans le fait qu'il faut que je me perfectionne en échographie. Pourtant, l'électro me perturbe toujours, qu'il n'y a pas de SAM. On parle d'un discret excès tissulaire de grande valve mitrale, un pilier postérieur implanté de façon assez apicale. Pas de fuite mitrale, pas de SAM, une cinétique homogène, un strain à -18, un couplage électromécanique auriculaire. Vous reconnaîtrez la patte de Olivier Henbert, qui ne jure que par le couplage électromécanique de l'oreillette. Vous voyez que la charge est réelle, c'est un test réellement maximal. On a 375 watts, il a fait monter à 100% de la FMT. La FMT n'étant pas un critère de maximalité chez le sportif asymptomatique, je vous rappelle. Donc c'est vraiment un examen de très très bon niveau. Il est resté asymptomatique. Sur le plan électrique, on n'a pas eu d'éléments particuliers, il n'y a pas eu de troubles rythmiques, quel que soit l'étage. Sa conclusion, c'est donc qu'il n'y a pas de critères à la fois de CMH ni de critères de mauvais pronostic. Nima, vous voyez, on travaille en équipe dans ce cabinet, me fait donc ensuite l'épreuve d'effort métabolique de ce patient, parce que j'ai quand même envie de savoir où on en est par rapport à des résultats relativement douteux de 1994. Donc Nima, je te laisse commenter ta conclusion, puisque c'est toi qui l'as faite. Tu reconnais ton écriture? Je reconnais un bout de ma signature déjà. J'arrive pas à lire ce que j'ai écrit, parce que je m'en souviens plus. Épreuve maximale, donc excellente capacité aérobie, puisqu'il fait 400 watts le jour où je le vois. Donc c'est quand même pas mal. C'est encore plus loin que l'épreuve sur Ergo6 demi-allongée. Oui. Les adaptations étaient normales jusqu'au pic, sauf, qu'est-ce que j'ai marqué, sur la pente de VO2 sur watt, avec, tu vois quoi, qui a baissé. Mais le pouls d'oxygène, par contre, et sa cinétique était dans les normes, parce que je vous rappelle que c'est un reflet quand même du débit cardiaque. Quelques extrasystoles ventriculaires de retard droit jusqu'au premier seuil, qui disparaissent au pic, et des extrasystoles supraventriculaires en récupération. Donc, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc on confirme que tu as réellement fait une épreuve d'effort maximal et qu'elle ne nous a pas fait avancer. Enfin si, il nous fait avancer dans le bon sens, et on a plutôt des critères rassurants.
Je le revois au mois de novembre, c'est-à-dire, on était quand, en juin, juillet, hein, donc 4 mois plus tard, ils ont vient refaire un petit électro. Donc là, il fait plus du tout de sport, hein. Il m'a promis qu'il en faisait plus du tout. Bon, de temps en temps, il va dans son garage faire un peu d'home trainer quand même, hein, parce qu'on les connaît, les sportifs, hein. Ils s'arrêtent vraiment jamais, jamais. Mais bon, on peut noter qu'en inférieur, ça va un petit peu mieux. Ça reste négatif de V1, V4. Ça a l'air d'être un petit peu moins marqué, hein. Donc je lui dis, bah, écoute, ça a l'air de marcher, on continue comme ça. L'électro 6 mois plus tard. 6 mois après l'arrêt de la bradycardie, 6 mois après l'arrêt de l'effort, de toute compétition, il est toujours vachement bradycarde quand même, hein. Je crois que le home trainer dans le garage, il doit chauffer. Je lui ai dit, putain, mais tu vas le débrancher ton home trainer un peu ou quoi là? Bon, il a quand même repositivé en V5, V6, hein, mais bon, ça reste quand même très suspect ici, hein. Mais cependant, examen morphologique négatif chez un patient asymptomatique avec une excellente capacité d'effort. Aucune histoire familiale. Oui, rien du tout. Alors, la question, bah évidemment, au bout de 6 mois, il me dit je peux reprendre quand le vélo qu'il a déjà repris? Ou tout du moins, jamais arrêté. Sachant que l'IRM est normal, pas d'HVG, on est d'accord, pas de rehaussement tardif, Holter, j'ai oublié de vous en parler, il n'y avait rien du tout, pas d'FA, pas de SV, pas de TV, écho d'effort, excellente, VO2, parfaite. Et évidemment, entre-temps, il avait fait un bilan génétique, je l'ai envoyé chez Charon. Et évidemment, comme c'est le propositus, ça met un peu de temps. François, je te propose qu'on essaye de voir dans l'Assemblée ce que les gens Absolument. qui feraient reprendre le sport, avec ou sans compétition. Donc, qui fait de reprendre le sport avec compétition? La question, c'est est-ce que la génétique, vous allez encore l'attendre 6 à 8 mois? Alors, donc il y a 5-6 personnes qui font reprendre. Les autres, donc, pas de reprise de compétition? Comment? La première était normale. 6 mois après, tu refais une IRM? D'accord. Ça se défend, hein? Ça se défend. Alors, ceux qui ne l'autorisent pas à reprendre le sport de compétition, quels sont vos arguments pour le contre-indiquer, pour le... Hein? On n'a pas encore vu les coronaires, François, on te dit. Faut-il voir les coronaires? 400 watts? Ouais. Il fait 400 watts asymptomatique. Ouais. Pas de facteur de risque. S'il vous plaît, sa VO2, elle est à combien? Est-ce qu'elle dépasse 50 millilitres kilo-minute ou non? Et puisque c'est un cycliste, on attend qu'il fait 130 voire 140% de sa VO2 max. 140%, ouais. 140%? Il était à 140%, ouais. Oui, oui. Non, non, il a une VO2 qui est corrélée à son niveau d'entraînement. Il était à 160% de sa VO2. Je vous rappelle que normalement, il sa ne théorique. s'entraîne plus. Hein, donc, Tu as une publication de l'équipe de Maronne dans les débuts des années 2000 qui avait regardé les patients qui étaient dépistés apparentés à un propositus. Donc pas les propositus, mais les apparentés. Et qui étaient génotype positif, phénotype négatif. D'accord. Oui. Et ces patients-là, il y en avait plus de 60% qui avaient un ECG de CMH. Ok. D'accord. Donc ça veut dire que tu peux passer à côté quand même du diagnostic de temps en temps avec l'échographie. Donc moi j'attendrai quand même un petit peu. On est dans une problématique. Alors le risque de mort subite, il apparaît extrêmement faible, hein, puisque oui. on n'a pas de paramètres, il n'y a pas d'hyperexcitabilité ventriculaire, il n'y a pas de symptomatique, il n'y a pas de mort subite familiale. Si tu fais le score de l'ESC, il est à 0. Oui. Donc je pense que le risque de mort subite est très faible. Néanmoins, moi je resterai patient. Je ne l'autoriserai pas à la compétition. C'est peut-être Michou, mais... On aura un autre commentaire avec le travail de Frédéric Schnell, mais vas-y Bruno. Est-ce que tu as fait refaire une VO2 après 6 mois de désentraînement a priori? Je sais plus ce que j'ai mis après en fait. Je peux regarder ma diapo.
Je n'ai pas fait refaire de VO2 a priori. Je vais juste pour le point de... Je vais parler à la place de François, hein, mais on avait déjà on avait discuté du dossier. Et c'est vrai que dans l'étude de Frédéric Schnell, ceux qui ont des ondes T négatives, pour l'instant, hein, tout reste normal comme ce cas-là, rien, il ne se passe rien. Et c'est vrai qu'il dit que raisonnablement, on ne peut pas leur interdire juste sur un électro anormal de la compétition, ils sont asymptomatiques, il n'y a rien du tout. Ça n'empêche pas de le suivre Sous tous les réserve, ans, tous les voilà. 6 mois, etc. Ça, c'est clair et net. Après, c'est quand même déraisonnable de ne pas l'autoriser à faire du sport. Je veux dire, c'est quand même hyper restrictif. Là, pour le coup, dans ce cas-là, on en arrête plein. Et il y a plein de joueurs de Ligue 1 ou de basket pro qui jouent comme ça. Plein. C'est exactement ce que dit, ce que l'on dit, enfin, c'est ce que tu vas nous dire. Hein. Donc, c'est que effectivement, à ce stade-là, enfin, moi, ça serait mon point de vue, à ce stade-là, on n'a rien qui nous permet de l'arrêter, de l'empêcher de vivre son... Il faut l'avertir, il faut lui dire. Le sport ne négative pas les ondes T, donc il y a probablement quelque chose, mais actuellement, on n'a rien pour vous empêcher de continuer à faire de la compétition, sous réserve, effectivement, d'une surveillance. Et on va laisser François Donc avancer. moi, sur l'ensemble de tous les items, là, ici, assorti de ce que François vient de nous dire il y a un quart d'heure et qui m'a conforté dans le fait que le bilan génétique ne remet pas en question la possibilité de la présence de quelque chose, mais qu'aujourd'hui on n'a pas d'expression phénotypique, ça ne va pas me faire changer en soi la décision que je vais avoir, et qui est celle-ci. C'est que moi je l'ai autorisé, parce qu'il ne faut pas oublier que lui, il se plaint de rien, il est venu sonner sur les conseils d'un copain, et que moi j'ai du mal à argumenter, lui interdire de faire du sport sur des anomalies électrocardiographiques qui lui, dans son discours, va considérer comme existant déjà depuis 30 ans, personne ne l'avait jamais emmerdé avec ça, et moi aujourd'hui je vais lui dire, tu as les mêmes qu'il y a 30 ans, mais je t'interdis de faire du vélo. Il va me répondre, sur quels critères tu m'interdis de faire du vélo? Et j'en ai pas à lui opposer. Donc, si je suis logique dans ma démarche, j'ai fait ça, je ne sais pas si vous auriez adopté la même, mais en tout cas moi je vous dis ce que j'ai fait. C'est que j'ai levé l'inaptitude, je lui ai établi un certificat médical que je lui refais annuellement, de non-contre-indication, et je lui ai bien dit que je voulais le voir tous les ans, et que cet établissement de certificat de non-contre-indication, il était conditionné par cette présence annuelle au cabinet, avec un bilan morphologique, et notamment une IRM, une VO2, un Holter, rechercher les critères qui me feraient penser qu'il y a une évolution défavorable d'une éventuelle pathologie qui ne s'est pas exprimée aujourd'hui, il y a probablement une anomalie quelque part, mais elle ne s'est pas exprimée de manière phénotypique. Les résultats génétiques sont arrivés quelques mois plus tard, et je vous laisse lire la conclusion de Philippe Charon. C'est Philippe, hein? Ouais, Philippe Charon. Et il explique exactement aujourd'hui ce à quoi nous sert la génétique. Il dit bien qu'aujourd'hui, ils ont fait une recherche sur les protéines essentielles, qu'ils n'ont pas constaté de mutation dans les recherches habituelles, qu'il n'y a pas de déficit en alpha-galactosidase, et que cela ne remet en aucune façon le diagnostic et l'origine génétique probable des anomalies électriques. Donc suivi du patient, suivi des apparentés. Il dit bien que dans l'état actuel de nos connaissances, et faut toujours avoir une certaine humilité dans notre métier, on n'a pas détecté d'anomalie génétique, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout. Et que donc, il faut absolument continuer à suivre ce sportif, avec qui, évidemment, assorti de ces conclusions pour l'instant rassurantes, on a fait la Ch'ti Bike Tour en septembre dernier. Il m'a mis 40 places dans la vue. Voilà. Et voici son dernier électro du 4 décembre 2015, donc très récent. Je vous ai parmi l'IRM qui était normal, le Holter aussi. Il a toujours un électro pas du tout normal. Voilà. Merci François. Et donc le troisième... le troisième organisateur et puis le troisième orateur pour ces cas cliniques. Nima, merci. C'est bien, ça va compléter un petit peu le cas de François.
Donc un sportif on m'appelle pour signer le certificat avant de signer au club, dans l'heure, sinon ça ne marche pas. Donc origine ivoirienne, international en football, il se présente avec son agent, déjà ça c'est louche. Quand le joueur arrive avec son agent, c'est pas bon. Moi j'en ai pas vu souvent avec l'agent dans mon cabinet, quoi. Bref. Asymptomatique, pas d'antécédents, voilà, bon, je l'examine, normal. Je lui fais son électro de repos. Déjà, on va passer on va voir un petit peu après. Qu'est-ce que vous en pensez? Électro normal, pas normal? Ils ont eu un super cours ce matin, donc... Donc, je me dis, je vais continuer à laisser tourner l'électro pour avoir mes 2 extrasystoles pour faire le bilan, mais en dehors de ça, il y a les ondes D, on est d'accord? Donc moi, je laisse continuer, et en fait, il m'en fait plein, dans tous les sens. Il y avait 2, alors je ne sais pas si j'ai les 2 morphologies, si je les ai mises, mais bon, bref, c'était bidirectionnel, bon, avec des ondes T négatives en apicolatéral et en inférieur. Bon, donc je lui demande, jamais eu de problème cardiaque? Si, peut-être. J'ai déjà eu des bilans, on m'a fait des IRM, des trucs comme ça. Je fais, c'est plus pareil là quand même, hein. Donc, qu'est-ce que vous faites? Sachant que vous avez la pression du club derrière, il faut le faire signer tout à l'heure, parce que c'est la fin du mercato. Donc, est-ce que vous signez? Non. Donc, on ne signe pas, tout le monde est d'accord. Bon, c'est bien. Vous organisez des examens complémentaires? Oui, évidemment. Est-ce que vous contre-indiquez définitivement le soir? Vous en restez là? Non, pour l'instant, d'accord. Donc, temporairement, comme François, on est d'accord. Quels examens vous avez privilégié, on va dire, en première intention, là, pour essayer de débrouiller? L'écho, facile, on va tous la faire. L'IRM, on essaie de l'avoir au plus vite. L'épreuve d'effort sur tapis roulant et l'écho d'effort, parfois, moi, je fais les 2. Parce que l'écho d'effort, pour quelqu'un qui court, ils vont pas au bout. L'intensité n'est pas forcément la même. Et on n'est pas forcément dans les mêmes conditions. C'est pour ça que même le holter en situation est important, parce que ce n'est pas les mêmes conditions. Et parfois, on déclenche des troubles du rythme sur tapis, alors qu'on a fait pourtant une épreuve max sur vélo. Donc la scintigraphie, on a dit que c'est bon. Ou la choro. Moi, je pense que la choro, vous ne la faites pas d'emblée. Bon. Donc, il y a des boucles après, mais en gros, l'écho, bon, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bon, on voit pas très bien, mais je vais un peu centrer sur le VD pour regarder quand même. Pardon? Pas du tout, pas hypertrophique, tout est bien proportionné, il est un petit peu dilaté, mais comme un cœur d'athlète, il s'entraîne quand même dur, hein. Et non, j'ai regardé même les trabéculations, elles sont pas... ça fait trabéculation, ça fait pas non-compaction. Donc, dans la même foulée, je lui fais faire son... Il était là, donc je le fais courir. Bon, il va où? C'est où? Tic, tic, tic. Ah non, je ne l'ai pas fait courir, je l'ai fait pédaler, je pense. Je ne sais plus ce que j'ai fait exactement, mais bon, bref, peu importe. Mais il n'avait pas de chaussures, je pense. Il était arrivé en chaussures de ville, en truc comme ça. Bon, bref, il n'y a pas d'éléments complémentaires. Par contre, pendant l'examen, quand même, donc là, c'est pas très très rapide. Et puis, il commence, il fait des trucs comme ça. Donc, je vous laisse regarder un petit peu. Après, bon, ça augmente un petit peu. Il fait des doublets, il fait des triplets. Alors, j'ai pas retrouvé, parce que j'avais plus le dossier sur moi, mais c'était sur le mail que j'avais envoyé. Il fait des triplets de 2 morphologies différentes, deux directions différentes. Bon, donc voilà, ça se passe bien. On continue jusqu'au max. Je continue, je me dis, bon, jamais si on arrive. Bon, ça se passe très bien. Qu'est-ce que vous faites? On n'a pas les résultats de l'IRM, bien évidemment, on ne l'a pas encore fait. Vous signez ou pas sur ces examens-là? Non. Ok. Donc on demande l'IRM. Donc morphologiquement comme ça, on a à peu près ce qu'on avait en écho. Bon, je ne vous passe pas toutes les coupes, mais ça fait à peu près ça. Pareil, les critères de non-compaction en IRM, il n'y a pas. Par contre, c'est vrai, j'ai pas de souris. Quand on fait les analyses, toute la paroi latérale, de la base jusqu'à l'apex, on le voit sur l'autre là-bas. On a un rehaussement tardif sous-épicardique. Ici, là. Tac. Et là. Bon,
après, moi, je ne me connais pas trop en IRM, mais bon, en gros, c'est comme ça. Ouais. Et ça, c'est antérolatéral. C'est. Ouais, ouais. Donc, V1 ici. Donc là, c'est tic, positif V1. Mais l'autre, à l'instac, je pense que je n'avais pas réussi à la. Je ne l'aurais pas mis. Non, j'ai pas mis les bonnes. Mais il y en a une deuxième qui correspondait bien à l'origine. Ouais. Ouais. Hop. Bon, je vous passe les autres examens, mais en gros, ça donne à peu près la même chose. Est-ce que vous signez ou pas, alors, finalement? Sachant que ça, on a quand même on a attendu un petit peu, parce que le temps d'avoir l'IRM, que ce soit interprété 4 fois, exactement. Ça a mis un petit peu plus de temps. Qui signe? C'est un footballeur quand même professionnel ivoirien qui joue dans des clubs pro depuis quasiment 10 ans. J'ai récupéré a posteriori les anciens courriers à un éminent professeur allemand qui avait contre-indiqué définitivement le sport. Pareil, même situation. Alors, on a le diagnostic, on verra après. Et par contre, donc il jouait en Hollande. Je ne sais plus dans quel club. Et le médecin hollandais, le cardiologue hollandais qui l'avait vu, avait marqué qu'il y avait peut-être une anomalie, sachant qu'on avait quasiment les mêmes bilans, hein, peut-être une anomalie, mais que ça n'était pas suffisant pour le contre-indiquer au sport de haut niveau, sous réserve de faire un bilan morphologique complet tous les 3 mois. Et personne ne l'a fait. Et donc c'est sur ce certificat-là qu'il continuait à jouer là-bas, parce qu'il faut comprendre pourquoi il jouait encore, et qu'il jouait en sélection nationale, parce que sinon c'est pas rigolo. Hein. Donc il était là à ma consulte, et puis, tu vas plus pouvoir jouer du tout, en tout cas en France tu peux pas jouer, quoi. Donc finalement, les IRMistes plutôt myocardites, séquelles de myocardite. Quand elle a été faite, la première fois, il y avait un tout petit peu d'œdème, alors c'était peut-être, il disait peut-être pas si vieux que ça, mais quand on retrouve les IRM d'il y a 3-4 ans, c'est les mêmes, c'est exactement la même chose. Bon, ça devait dater il y a pas mal de temps, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout le week-end, sur les myocardites qui finalement, avec des séquelles, restent quand même à gros risque arythmogène et de mort subite. Donc moi je l'ai contre-indiqué. Je voulais le revoir en consultation pour lui expliquer les apparentés quand même voir les apparentés de premier degré au cas où, etc. Si on est sur un diagnostic borderline, et le traiter, je l'ai jamais revu. donc voilà. Il est retourné au Pays-Bas. Il joue encore. Son agent m'a appelé il y a 1 ou 2 mois pour me dire oh, j'aimerais bien que vous le revoyiez. Il a refait des bilans. Apparemment, ça va mieux. Bon, mais bon, j'ai pas la suite. Non. Donc là, après, il joue encore en Hollande, je pense. Donc voilà. Je ne sais pas si vous auriez fait autre chose, mais c'est un peu la pression qu'on a quand on voit les sportifs de haut niveau. Juste pour savoir si on a 2-3 questions, on a un timing avec Frédéric Schnell ou pas? Oui, là c'est bon, là, il doit être là. Donc il est prêt? Ah oui, il n'est pas encore là. Donc s'il y a une question brûlante, François? Voilà. Moi j'ai une petite question. Enfin, ça tombe bien que ce soit toi, Nima et François qui présentez ça. Moi je ne suis pas cardiologue, je suis simplement médecin du sport. Et il y a quelques temps, on a dû avoir un cas d'un de mes basketteurs professionnels américains où vous avez dû dire le nom définitif au vu de ses... Bon, on l'a vu hier. Pardon? On a fait le cas hier. Ah mais je n'étais pas là, je suis désolé. Donc moi ce qui me gêne dans ce cas particulier, c'est que autant vous cardiologues, nos cardiologues ici, tout le monde était unanime sans même discuter. Je me souviens François à 23h m'avait répondu en disant mais c'est quoi ce sketch? Lorsque j'avais envoyé les investigations qui avaient été faites par la Mayo Clinic aux États-Unis, donc quand même des références. Alors comment expliquez-vous, cardiologue, qu'il y ait autant de disparités dans la prise en charge de joueurs professionnels avec... ici, on n'a pas dû refaire des examens, on s'est basé sur l'examen qui avait été fait là-bas. C'est toute la problématique des recommandations qu'on a aux États-Unis et en France. Les législations ne sont pas les mêmes. Il y a quand même l'appréciation de chaque cardiologue en fonction de qui le voit. Il y a l'évolutivité, parce que c'est vrai que bon,
Je rentre pas dans le détail, mais c'était pas aussi évolué à l'époque, quand on reprend les tout premiers bilans, c'était pas aussi évolué chez lui en tout cas. Mais bon, même si à l'époque, ça aurait rien changé, en l'état actuel des connaissances, lui, on l'aurait pas laissé jouer non plus. Extrasystole, pas extrasystole, avec la séquelle de mécardie, je pense qu'on peut plus le faire. Mais c'est vrai qu'il y a une disparité, elle n'est pas énorme sur la plupart des cas, on est tous d'accord. Hein. Parfois, il y a certains cas où c'est un peu limité. En effet, sur le fameux basketteur américain, c'est vrai qu'en France, on ne peut pas raisonnablement le laisser jouer. D'une part, nous, on était intimement convaincus qu'il y avait un risque de mort subite qui était plus élevé. Aux États-Unis, c'est un peu plus permissif. Et dans les clubs pro, ils arrivent quand même aussi à laisser les joueurs jouer. Avec des assurances. En excluant les problèmes cardiaques. Ce qu'on ne peut pas faire. Ouais. C'est vrai qu'ils ne sont pas assurés sur le plan cardiaque s'il leur avait un problème, mais ils ont le droit de jouer. Donc, c'est pas pareil, on ne peut pas comparer. Et même en Europe, il y a il y a des pays où ils autorisent facilement. Et, par exemple, tout le monde, je sais pas, mais souvent ça tourne dans les congrès de cardio du sport. Il y a Anthony Van Loo, qui a arrêté sa carrière maintenant. Je ne sais plus si c'était une DAVD, je pense qu'il avait un défibrillateur. Il jouait en Belgique. Avant qu'on autorise parfois chez certains joueurs de jouer avec un défibrillateur, mais lui, il jouait peinard, il a fait sa mort subite une fois sur le terrain, il a eu son choc par son def sur le terrain. Mais ça, on ne le verrait pas en France. Donc ça dépend du pays, c'est hyper variable. Donc c'est pour ça que les avis ne sont pas forcément les mêmes. François ? Et pour la petite histoire... Ouais, donc en fait, tu vois, Simon-Pierre, le problème de ce joueur... c'est que déjà, il débarque de l'avion. Alors, pour les footballeurs, ils sont spécialisés en Ligue 1, en Ligue 2. Le mec, il signe son contrat pro dans le club le matin à la descente de l'avion et on le voit en consultation 1 heure après. Et on nous demande, c'est bon ou c'est pas bon. Alors, quand ça va, la plupart du temps, ça va. Mais quand on tombe sur ça, moi, maintenant, je dis non. Moi, je veux plus faire de bilan médical après que le joueur ait signé son contrat pro. Parce qu'après, vous avez le président du club qui vous appelle, les journalistes, c'est l'enfer. Première chose. Deux yeux, effectivement, aux États-Unis, les recommandations, elles existent, mais le rôle du médecin là-bas, c'est j'ai l'obligation d'informer le patient sur sa pathologie, je lui dis qu'il prend des risques dans sa pratique, mais par contre, c'est à lui, en dernier ressort, de prendre sa décision en connaissance de cause des risques qu'il encourt dans sa pratique. Ce qui veut dire que le médecin, finalement, aux États-Unis, il est beaucoup mieux protégé que nous. Nous, on nous demande d'être responsable de tout, de voir les joueurs et de signer. Ça ne va pas. Donc il va falloir qu'on en discute avec François Carré. Et peut-être que nos recos européennes, finalement, elles sont trop, entre guillemets, restrictives. Et en tout cas, elles nous surexposent trop, moi, je trouve. Ouais, je trouve que faire cardiologie du sport, faut être un peu couillu quand même, quelque part, quand on fait vraiment des gros sportifs comme ça. C'est assez stressant quand même, hein, Simon-Pierre. Absolument. Et en plus, pour finir l'histoire, si j'avais pas demandé, on a sauvé jamais vu. On a sauvé la vie de ce joueur. Ouais. Et d'un autre. Et la vie d'un autre. Vous savez pourquoi ? Parce que ce joueur a repris l'avion rapidement. Enfin, il y a eu une embrouille avec un joueur du club. Celui dont il devait prendre la place. Voilà. Et qui voulait partir. Il n'a pas pu prendre la place parce que le soir, on a dû lui dire... Parce que le jour où il devait partir, le comptoir d'enregistrement de Bruxelles a pété. Et donc, le joueur aurait pu mourir. Donc, on a sauvé quelqu'un quand même. 5 vies. C'est une histoire vraie, hein, ce que je vous raconte. Voilà. Oui, petite question concernant les myocardites. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et notamment Frédéric Mouquet avait étudié en IRM les séquelles de myocardite avec un suivi longitudinal où il ne se passait pas grand-chose, mais je sais qu'on change d'optique. En général, on les laisse rejouer 1 à 3 mois après l'épisode de myocardite. Qu'en est-il actuellement? T'attends qu'il n'y ait plus de séquelles du tout Oui, une séquelle, je n'autorise plus. Ouais, parce que c'est assez fréquent qu'il reste des petites séquelles quand même sur l'IRM. Et a priori, ça reste tout le temps. Ça reste longtemps. Ça reste quasiment jamais. Mais vu ce que France... Enfin, moi, j'en ai pas énorme. À part lui, j'en ai pas vu beaucoup avec des... Enfin, lui, c'était très attendu en plus. Mais d'après François, quand même, sur les colligés avec Frédéric, peut-être qu'il peut nous en parler, sur tous ceux qui ont une séquelle de myocardite, 3 sur 5 arrêt cardiaque quand même. Donc ça fait quand même beaucoup. Ouais. Donc c'est quand même difficile de se dire que la séquelle, même si elle est, je sais, entre guillemets, refroidie, ou ça fait longtemps, mais il y a quand même une séquelle de fibrose, et il y a probablement quand même un foyer arythmogène. Et même s'il lui arrivera peut-être jamais rien, il faut quand même l'informer, lui dire, bah voilà, actuellement, les recommandations
tu peux jouer, c'est pas forcément contre-indiqué, mais le risque, voilà, 3 sur 5 pour l'instant. Après, c'est vrai que médico-légalement, si on en reste là, on peut signer éventuellement. Alors, sauf les recos américaines, on va voir là avec les recos européennes, mais sur les recos européennes actuelles, on peut signer. Très bien. Donc, on va clore cette session de cas cliniques. Vous voyez que c'est pas si facile que ça, la cardiologie du sport. C'est tout ce qui fait la passion et qui tout fait le plaisir d'être cardiologue du sport. Alors, la cardiologie du sport, l'avenir, c'est quoi? Peut-être qu'on va passer la parole à Frédéric Schnell, donc, qui ne pouvait pas venir à cause des grèves et qui, comme hier, va nous faire sa présentation sur l'avenir de la cardiologie du sport. Est-ce qu'on a encore un bel avenir, Frédéric? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez du coup. On t'entend très bien, oui. Bon, merci beaucoup de m'avoir proposé de présenter donc, cette présentation sur l'avenir de la cardiologie du sport. Je me suis permis de rajouter un point d'interrogation puisque je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je vais vous raconter. Donc je vais essayer de sortir ma boule de cristal et puis de voir un petit peu comment ça allait évoluer. Mais déjà en se basant un petit peu sur les choses que l'on voit dans notre pratique de tous les jours. Je pense qu'on est tous convaincus qu'on a affaire à une population de plus en plus variée. Avant, on voyait beaucoup d'athlètes de haut niveau, mais de plus en plus, on est confronté à des demandes plus variées parce qu'il y a des sportifs qui vont vieillir et on va avoir affaire à des sportifs différents. C'est par exemple le cas des sujets qui ont une cardiopathie congénitale. Avant, on leur disait il faut déjà être content qu'on vous ait opéré quand vous étiez petit, mais maintenant vous allez voir qu'il y en a de plus en plus et que ce sont des populations qui vont vouloir faire une activité sportive. Il en est de même pour les athlètes de plus en plus âgés. Là, je vous montre la photo d'une dame qui a battu le record du monde donc en athlétisme à un âge plutôt avancé. Donc tous ces sujets vont avoir besoin de conseils adaptés et il est fort probable qu'ils se tournent vers le cardiologue du sport. Donc ce que je vous ai dit, c'est qu'on a donc affaire à des gens de plus en plus variés. On a maintenant de plus en plus recours aux médecins pour prescrire une activité physique adaptée. Vous avez tous entendu parler du sport sur ordonnance. Et clairement, il y a une place pour le cardiologue du sport, puisque maintenant, de plus en plus, on autorise les gens à faire une pratique sportive adaptée, même quand ils ont une cardiopathie. C'est par exemple clairement le cas du coronarien. Si on regarde les recommandations américaines, qu'est-ce qui est écrit? C'est qu'il faut discuter avec le patient, discuter de la balance bénéfice-risque entre les bienfaits du sport et puis les risques du sport. Et donc le cardiologue doit proposer une activité physique qui est adaptée à son patient. Et là encore, on va avoir à recourir au cardiologue du sport pour essayer de guider au mieux ces athlètes qui ont eu des accidents. Comme je vous l'ai dit, on a affaire à un nouveau profil de patient. Avant, les cardiopathies congénitales mouraient plutôt plus jeunes et on n'avait pas forcément à faire des certificats de non-contre-indication à la pratique sportive puisqu'ils n'étaient pas forcément dans un état physique suffisant. Maintenant, on a plus de 150 000 adultes atteints de cardiopathie congénitale en France. Ils ont une meilleure qualité de vie et donc ils vont prétendre à réaliser des activités physiques et sportives. Alors, pas forcément en compétition de haut niveau, mais on va pouvoir avoir des sujets qui vont vouloir faire du foot en club, etc. Donc, je vous ai mis deux références d'articles. La première, là, c'est Butts. C'est clairement, quand on regarde le titre, c'est pas le sport en compétition, c'est pas les athlètes, mais c'est clairement la prescription individualisée de l'activité physique. Il situe clairement le champ de leurs recommandations en disant qu'ils ne sont pas dans le même niveau que les recommandations européennes où on s'intéresse toujours au sport de compétition et au sport élite. Parfois, il y a des recommandations, notamment sur le test d'effort, où on s'intéresse aussi aux sportifs amateurs. Et donc, les recommandations faites là sur la cardiopathie congénitale s'intéressaient clairement à l'activité physique et au sport de loisirs amateurs.
Donc je ne vais pas vous les détailler, le but c'est juste de vous montrer que de plus en plus on va dériver un petit peu vers des sports un peu moins intenses et une prescription aidée de leur pratique sportive. Par ailleurs, compte tenu des développements techniques, on va être confronté à des situations un peu plus inédites, c'est-à-dire les patients porteurs de défibrillateurs. Alors c'est clair que pour l'instant on en a déjà quelques-uns qui nous demandent qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, mais je pense que c'est quand même pas la majorité de nos patients en consultation. Il y a des recommandations qui sont plutôt dans le sens d'une certaine prudence. On dit qu'il faut déjà se baser sur la cardiopathie sous-jacente, et puis c'est quand même assez limité sur la pratique du sport en compétition ou du sport intense. Mais de plus en plus, on va avoir des exemples, notamment dans les médias. Par exemple, ce footballeur belge qui avait pris en direct à la télévision un choc de son défibrillateur, et son cardiologue avait lui aussi été interviewé et avait dit il n'y a pas de souci, le défibrillateur a fait son travail, il n'y a pas de souci, il peut continuer à jouer. Ailleurs, il y a des sociétés qui commercialisent des choses pour les sportifs. J'avais vu notamment ce t-shirt avec une petite coque pour permettre de mettre une petite protection pour les pacemakers ou les défibrillateurs. Et évidemment, vos sportifs, quand ils vont entendre parler de ce genre de petit t-shirt, ils vont se dire, bon ok, moi j'ai un défibrillateur, mais je pense que j'ai le droit d'aller faire du sport. Donc le défibrillateur, on est déjà confronté, mais dans l'avenir, on va avoir d'autres demandes, je pense, notamment les patients greffés cardiaques. J'ai trouvé ça dans un article de journal. Donc un patient qui va courir, qui en est à son 6e marathon, après une greffe. Alors en regardant les recommandations, pour l'instant, c'est quand même pas bien détaillé. Et alors on ne parle pour le moment pas du tout de l'activité sportive de porteurs d'assistance ventriculaire. Peut-être qu'un jour, ça va arriver à nos consultations. Avec le développement de nos techniques, donc certes, on a des sujets qui vivent plus longtemps, qui ont une meilleure qualité de vie, qui vont vouloir faire du sport, mais aussi avec le développement des techniques, faire à des sujets que l'on n'aurait jamais dépistés, on n'aurait pas pensé qu'ils avaient une cardiopathie, et donc on aurait été peut-être moins embêté. C'est le cas notamment des sujets où on fait de plus en plus d'IRM, notamment les sujets chez lesquels on retrouve du rehaussement tardif qui est soit une séquelle de myocardite ou une cardiopathie débutante, clairement le cas que vous a présenté Nima. On est un petit peu embêté vis-à-vis des recommandations, vis-à-vis de la conduite à tenir. Certes, on a l'impression que c'est des choses qui peuvent être dangereuses pour leur devenir, mais pour le moment, on n'a quand même pas suffisamment de données pour être totalement clair sur les recommandations qu'on donne. Par ailleurs, le développement de la génétique, là encore, peut certes nous donner des réponses, nous expliquer que tel ou tel sujet a une mutation qui peut peut-être expliquer ces ondes T sur l'électrocardiogramme, mais comme on l'a vu dans le deuxième cas clinique de François, clairement, on a des problèmes avec ces analyses génétiques, puisque d'une part, on ne retrouve que quelques mutations, on ne les connaît pas toutes, donc avoir un bilan négatif ne veut pas dire qu'il n'y a pas de maladie. Et puis ensuite, quand on se retrouve face à une mutation, se pose la question de qu'est-ce qu'il faut autoriser chez des sujets qui ont un gène muté, qui ont potentiellement un risque de développer la maladie, mais qui pour le moment ont un phénotype tout à fait normal. Alors c'est des choses qu'on ne voyait pas forcément beaucoup en consultation, et régulièrement, là, cette année, on a de temps en temps des sujets qui nous sont envoyés parce que le bilan génétique a retrouvé une dysplasie arythmogène du ventricule droit, et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on dit au patient? Lui, il a un bilan morphologique normal, il se plaint de rien, il a juste un gène muté, et maintenant, donc, on va rentrer dans une démarche de limitation, puisque, par exemple, pour les dysplasies, il est quand même dit que le sport intense va pouvoir aggraver la maladie, même quand elle n'est pas encore exprimée. Donc pour le moment, on a des techniques de plus en plus intéressantes qui, certes, apportent des choses, mais pour lesquelles on est parfois, pour l'instant encore, dans le doute sur l'interprétation de ces examens.
Il y a quand même d'autres outils qui vont peut-être nous faciliter la vie. Ça, c'est ce que, là encore, hein, j'ai été comme c'était un topo sur l'avenir, j'ai été beaucoup regarder les sites de publicité des différents produits. Notamment, ça, c'est un petit holter que l'on peut utiliser sur son smartphone. Donc, on a juste une électrode et on va pouvoir avoir des électrocardiogrammes. Donc, c'est des choses qui ont été étudiées, qui ont été validées par des études scientifiques. Et donc, par exemple, dans cet article, ils nous décrivent clairement que, comme vous le savez, hein, quand on fait un holter 24 heures chez un sujet sportif ou non qui a des arythmies symptomatiques, on n'a que 47% de chances de choper quelque chose, de trouver une arythmie, que ce soit une arythmie supraventriculaire ou ventriculaire. Notre probabilité de dépister quelque chose augmente si on met un holter de 21 jours. Donc ça dépiste 75% dans cette étude des arythmies symptomatiques. Mais là encore, on n'est pas encore à 100%. C'est quand même assez fastidieux à lire. Hein. Nous, on a une dizaine d'holters qu'on peut donner à nos patients pour une durée de 28 jours. Je vous avoue que lire 28 jours de holter, c'est plutôt assez fastidieux et ça prend beaucoup de temps. Donc il y a d'autres techniques qui se développent, donc, comme ce Cardiaband. C'est un holter, c'est juste un appareil portatif qui va se fixer sur un smartphone et qui permet d'avoir une dérivation de l'électrocardiogramme. Donc, comme la plupart de nos sportifs ont des smartphones, c'est quelque chose qui va peut-être se développer. Et donc, dans cette étude, là, on regardait la sensibilité et la spécificité par rapport à des holters classiques, et on voit que la détection de la fréquence cardiaque, du rythme, même d'un bloc atrioventriculaire ou de la durée du QRS, était plutôt pas trop mauvaise, puisque la sensibilité pour la durée des QRS était de 72%, la sensibilité pour dépister de la fibrillation atriale était de 94%, et avec une spécificité identique dans les deux techniques. Donc de plus en plus d'outils connectés, assez facilement accessibles au grand public. Il existe bien sûr aussi des dispositifs médicaux. Ça, c'est commercialisé par HomeRun. Là encore, juste un appareil qu'on peut prêter. Le patient, quand il va ressentir une palpitation, hop, il le pose sur sa poitrine avec les deux électrodes et il va avoir un tracé sur 30 secondes. Donc ça, c'est quand même des choses qui peuvent nous faciliter la vie, puisqu'on aura juste à regarder le tracé sur ces petits appareils que le patient va venir nous rapporter. Toujours dans ces mêmes outils connectés qui peuvent nous faciliter la vie, des choses encore plus gadgets. Hein. Je vous ai pris la publicité qui accompagnait un de ces t-shirts connectés. Donc ils le vendent comme un maillot intelligent avec de nombreux capteurs, donc GPS, altimètre, cardiofréquencemètre, accéléromètre, tout ça enregistré, consulté sur votre smartphone. On peut même avoir les choses directes puisque ça va se connecter par Wi-Fi. Et donc de plus en plus de données qui vont être accessibles aux patients et donc peut-être aux cardiologues. Donc on n'en est pas encore au Smart Blood de James Bond où on vous injecte quelque chose dans le sang pour ensuite pouvoir suivre vos paramètres biologiques, mais on en est quand même pas loin. Donc je vous avais déjà parlé de la génétique en vous disant que ça peut parfois nous mettre en difficulté. Mais comme on l'a discuté hier, hein, la génétique, c'est quelque chose qui peut permettre d'améliorer le diagnostic des morts subites chez l'athlète. Et je vous ai repris donc, des recommandations donc, récentes sur quel devrait être le bilan après une mort subite. Et clairement, il est montré que en plus d'une autopsie morphologique, en plus d'une analyse toxicologique à la recherche de dopants ou de substances illicites, il serait utile de réaliser un bilan génétique, pas pour le sujet, mais pour toute sa famille, puisque ça permet d'augmenter le diagnostic dans les morts subites d'origine rythmique, ce qui permettra ensuite de proposer un dépistage familial.
Donc je vous ai pas mal parlé des nouvelles techniques pour le diagnostic, mais un des gros problèmes en cardiologie du sport, c'est que certes, nous dépistons des sujets à risque, nous dépistons par exemple des sujets avec une CMH, hein, on a un électrocardiogramme pas normal, on déroule les examens et on tombe sur une cardiopathie morphologique, mais le problème clairement qui n'est pas réglé, c'est est-ce qu'en dépistant cette cardiomyopathie morphologique, on va clairement sauver une vie? C'est pas si simple que ça, notamment parce que avec l'augmentation de nos techniques de dépistage, on dépiste des gens qui ont des cardiopathies un peu moins sévères, et donc on va dépister des gens, puisqu'on les voit plus, on va les dépister à un stade plus précoce. On serait peut-être passé à côté de ça s'ils n'avaient pas été sportifs, puisqu'on n'aurait pas fait un électrocardiogramme systématique. Et donc on va arriver à des gens chez qui on fait des diagnostics avec des cardiopathies qui sont peut-être un peu plus mineures. Et clairement, on a besoin de données objectives pour essayer de mieux stratifier le risque de ces sujets. Donc la dernière chose dont je voulais parler sur l'avenir, c'est notamment toujours la question du remodelage du cœur d'athlète. On a fait beaucoup d'études sur des données transversales. Hein, clairement, on montre que le cycliste va avoir un cœur plus dilaté. Mais la question qui reste toujours en suspens, c'est est-ce que la dilatation du ventricule gauche de l'athlète, elle est complètement liée à l'entraînement, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une part génétique? C'est ce qu'on voyait, si on regarde une étude de Pelliccia sur le désentraînement, sur des athlètes, on voit que, certes, il y a une diminution de la taille du VG après un désentraînement, mais on reste clairement encore au-dessus des valeurs de la population normale. Donc on a clairement besoin d'avoir des données longitudinales pour savoir si, qu'est-ce qui est le plus responsable de la dilatation ventriculaire de notre cycliste. Est-ce qu'il est prédisposé génétiquement pour avoir une dilatation VG et donc pour avoir des bonnes performances, ou est-ce que c'est vraiment uniquement l'effet de l'entraînement? Bon, pour essayer de répondre à cette question, il y a une étude qui va se mettre en place, qui s'appelle ProAtart, qui est internationale, et dont le but c'est de prendre des sujets jeunes, de les suivre de manière longitudinale sur une vingtaine d'années, et de voir si le remodelage est plus génétique, ou si c'est vraiment que de l'effet de l'entraînement. Donc pour conclure, il reste encore de nombreux défis en cardiologie du sport. On va avoir affaire à une population de plus en plus diverse qui va nous demander des conseils sur leurs pratiques sportives, de compétition ou de loisirs. On a besoin d'évaluer de nouvelles techniques et il faut absolument mieux stratifier le risque de la tête avec une cardiomyopathie pour savoir si on est juste très précautionneux ou si clairement on va diminuer le nombre de morts subites chez l'athlète. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Frédéric. Est-ce que vous avez une ou deux petites questions pour Frédéric Schnell avant qu'on perde la communication sur l'avenir de la cardiologie? Tout le monde est convaincu qu'on a encore des beaux jours devant nous, à part les retraités au fond. Nous, on a encore l'avenir devant nous. Frédéric, merci de ces deux présentations donc, par visioconférence, hier et aujourd'hui. Avant de te laisser, on va profiter que tu es encore là pour remercier encore toute l'équipe des Lillois dans l'organisation de ce super congrès. Merci encore. Alors, on va leur laisser le mot de conclusion et... Bien, Pascal. On a perdu François Brigado dans la bataille, qui a dû partir. Face aux jeunes. Est-ce que Florian est encore parmi nous? Il est là-haut. Il est déjà remonté sur son vélo. Bon, en tout cas, Jean-Claude, tu lui transmettras encore tous nos... Oui, on va le faire après. Tous nos remerciements à un sportif de haut niveau
C'est un sportif de haut niveau sur le plan physique. Ça, on peut pas les égaler. Mais je pense qu'un vrai sportif de haut niveau, c'est un sportif comme celui que représente Florian Rousseau, c'est-à-dire simplicité, humilité, disponibilité, gentillesse. Jean-Claude, ça faisait 9 ans que tu me promettais de me ramener Florian Rousseau. Tu l'as fait et je t'en remercie. Il nous a laissé le temps qu'on construise le vélodrome, donc il est parfait cet homme. Voilà. Donc en fait, la transmission qu'on va vous faire, c'est l'aventure continue. Annecy. Absolument. Et je trouve qu'on n'a pas été, on a été très sérieux pendant ces 8 mois de préparation. On a bu quelques bières, pas beaucoup plus. Hein, allez, Nima. Aude, on a été très sérieux pendant ces 8 mois de préparation. On n'a bu que quelques bières. Après 20 heures, hein, après la consulte. Après la consulte. On transmet donc maintenant le flambeau à l'équipe d'Annecy. Qui va nous dire quelques mots. Bon, c'est pas sympa ça. Donc on vous attend évidemment tous à Annecy l'année prochaine. Il y a Frédéric, il voit bien vos fesses. Hein. Ah, Frédéric, tu vois mes fesses, mais bon, c'est pas... Pardon? Tu verras ça à Annecy. Donc ce sera 19-20 mai, vous avez vu pas mal de flyers et dans vos pochettes et sur le diaporama. On essaiera qu'il n'y ait pas de grève, pas d'inondation, que le temps soit plus beau. On essaiera de faire un peu profiter des montagnes, donc en faisant certainement une session un peu plus axée montagne. Et puis je laisse la parole à Jean-Philippe et Linda. Merci Aude. Eh ben, nous voilà avec beaucoup de travail pour essayer de faire aussi bien, de trouver des sportifs aussi sympathiques, parce que là, je dois dire que vous avez mis la barre très haut, mais on va s'y employer dès demain ou après-demain à notre tour, et je pense que tout est bien sur les rails quand même. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous, bon retour et à la prochaine.